Parfois, l'âme déclenche une alarme incendie que vous ne pouvez pas entendre. Il n'y a pas de sirène, pas de lumière clignotante, seulement une sensation faible et troublante que quelque chose ne va pas en profondeur. Cela peut se manifester par une fine fissure dans votre tasse à café préférée, un tremblement soudain, dans des routines qui vous allaient autrefois comme une seconde peau. Vous suivez les mouvements d'une vie que vous avez soigneusement construite. La carrière, la famille, les obligations sociales, mais les conversations sonnent creux. Les anciens objectifs semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Il y a une dissonance tranquille, un écart entre la vie que vous vivez et la vie qui attend d'être vécue en vous. C'est dans cet espace silencieux qu'un message arrive souvent, non pas avec fracas, mais comme un murmure. Le psychologue Carl Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative qui apparaît précisément lorsque le monde intérieur y est prêt. Le bon livre tombe d'une étagère. Un étranger prononce les mots exacts que vous aviez besoin d'entendre. Une chanson à la radio parle directement à votre chagrin caché. Ce message, ce moment même où vous écoutez en ce moment, pourrait être l'un de ces signaux. C'est une invitation, horodatée, pour votre état de préparation. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble ne consiste pas à ajouter de nouvelles croyances ou des philosophies compliquées à votre vie. C'est un processus de découverte, de dépoussiérage en douceur de la vérité qui est déjà la vôtre. Une vérité que vous connaissez depuis toujours, mais que vous avez peut-être oublié comment entendre. La seule question est, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à la recevoir? Ce genre d'éveil commence dans l'immobilité, pas dans le spectacle. C'est un sentiment ressenti, un savoir tranquille qui contourne la logique et atterrit directement au centre de votre être. Ce premier signal silencieux, cette fine fissure, est le début de tout. C'est un murmure intérieur que la vie ne peut pas et ne continuera pas comme elle est. Ce n'est pas une rébellion dramatique, mais une douleur lente et persistante. C'est la vérité qui veut naître. De l'extérieur, cela peut ressembler à une rupture. Pour vos amis, votre famille, vos collègues, vous pourriez sembler renfermé, irritable ou perdu. Mais de l'intérieur, cela ressemble à un commencement. C'est le début de ce que Jung appelait l'individuation, le voyage profond et souvent difficile de devenir qui vous êtes vraiment, séparé des attentes et des projections du monde. Pendant des années, vous avez probablement porté un masque, un personnage social. Vous étiez le fort, le capable, celui qui avait tout en main. Ce personnage est utile. Il nous aide à naviguer dans les complexités de la société. Mais lorsque l'âme est prête à grandir, une scission commence à se former entre ce masque et le moi authentique qui suffoque derrière lui. La fissure est l'espace entre ces deux mondes. C'est la preuve brute et indéniable que la personne que vous prétendez être et la personne que vous êtes se sont trop éloignées. L'inconfort de cette scission interne est immense, et notre premier instinct est souvent de la fuir. Nous essayons de réparer la fissure avec des solutions externes, un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle voiture, un nouveau passe-temps. Nous croyons que si nous changeons simplement de décor, le sentiment disparaîtra. Nous redoublons d'efforts, travaillons plus dur, restons plus occupés, remplissons chaque moment de silence, de bruit et de distraction. Mais ces solutions externes sont comme appliquer de la peinture fraîche sur un mur qui s'effrite. Elles peuvent cacher le problème pendant un certain temps, mais elles ne font rien pour résoudre le problème structurel. En fait, chaque tentative de fuir l'inconfort ne fait qu'élargir la fissure, rendant la tension plus insupportable. J'ai connu une fois une femme qui était le pilier de sa communauté. C'était celle vers qui tout le monde se tournait, celle qui ne faiblissait jamais. Pendant des années, elle a parfaitement joué ce rôle. Puis un jour, alors qu'elle faisait du vélo sur une route de campagne tranquille, elle s'est simplement arrêtée, s'est assise sur l'herbe et a pleuré inconsolablement pendant 1 heure. Rien d'extérieur ne s'était produit. C'était simplement le moment où la fissure est devenue un gouffre qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cet après-midi a marqué la fin de sa vie en tant que forte et le début de sa vie en tant que vraie. Elle a commencé à dire non. Elle a commencé à prendre du temps pour elle. Elle a commencé à construire des limites là où il n'y avait autrefois que des portes ouvertes pour les autres. La ligne de conduite pour cette étape est radicale dans sa simplicité. N'essayez pas de réparer la fissure. Ne fuyez pas l'inconfort. Au lieu de cela, faites silence. Observez-la.
Écoutez ce qu'elle essaie de vous dire. C'est la séquence de lancement pour une vie plus authentique. Et la première étape consiste simplement à vous donner la permission de sentir que les choses ne vont plus bien. Ce n'est pas un échec, c'est un signal que vous êtes prêt pour quelque chose de plus réel. Et ainsi, vous commencez à écouter. Au début, l'âme parle dans une langue qu'il est facile de rejeter. C'est comme une faible fréquence radio, enfouie sous la statique de la vie quotidienne. La surface de votre monde continue comme d'habitude. Mais à l'intérieur, un appel persistant émerge à travers des canaux que vous auriez pu ignorer auparavant. Il passe par vos rêves, vous laissant avec un sentiment persistant ou une seule image puissante qui reste avec vous toute la journée. Il parle à travers vos humeurs, une vague soudaine de tristesse ou un étrange sentiment de détachement dans des moments qui devraient vous rendre heureux. Il se révèle dans une déconnexion croissante des choses que vous aimiez autrefois. Ce ne sont pas des fluctuations aléatoires, ce sont des données. Ce sont des sous-titres qui apparaissent sous le script de votre vie quotidienne, révélant une signification plus profonde. Jung comprenait cela comme le soulèvement de l'inconscient. L'ancien ego, la partie de vous qui a été aux commandes pendant si longtemps, est mise au défi par une intelligence plus profonde et plus sage. La tension entre cette ancienne identité et la vérité émergente est ce qui alimente toute la transformation. Ce processus n'est pas seulement psychologique. Il a une composante biologique. La neuroscience moderne montre qu'une crise personnelle peut littéralement recabler les réseaux du cerveau liés à l'émotion et à la conscience de soi. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un signe de pathologie ou de dépression nerveuse. C'est le sentiment de votre propre système qui se restructure pour un niveau de conscience supérieur. Considérez l'histoire d'une femme qui, selon toutes les mesures externes, avait une vie parfaite, une carrière réussie, une famille aimante, une belle maison. Pourtant, elle était rongée par une dépression profonde et inexplicable. Une nuit, elle a rêvé qu'elle se tenait devant sa propre maison, une maison qui n'avait pas de porte. Elle pouvait voir sa famille à l'intérieur, vivant leur vie, mais elle n'avait aucun moyen d'entrer. Le rêve était une carte parfaite de son état intérieur. Son ego avait construit une réalité externe parfaite, une forteresse de succès. Mais ce faisant, il avait scellé l'entrée de sa propre âme. Sa dépression n'était pas le problème. C'était la tentative désespérée de l'âme d'être entendue. La pratique ici est de devenir un cartographe doux de votre monde intérieur. Lorsque vous vous réveillez, avant que votre esprit ne se mette en marche pour ses plans et ses soucis quotidiens, essayez de capturer une seule image ou un seul sentiment de vos rêves. Écrivez-le sans jugement. Ensuite, posez une question simple et ouverte. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir pour moi ? Au fur et à mesure que vous apprenez à prêter attention à ces subtils signaux intérieurs, vous remarquerez que le monde extérieur commence à correspondre de manière étrange. C'est la synchronicité en action. Une relation se termine, et une semaine plus tard, vous tombez sur un livre qui explique tout ce que vous ressentez. Vous envisagez un changement de vie majeur, et une conversation informelle avec un étranger vous fournit l'information exacte dont vous avez besoin. Ce ne sont pas des événements aléatoires. C'est l'univers qui confirme que vous êtes sur la bonne voie, vous ramenant à vous-même. Les signaux faibles deviennent plus clairs, les mondes intérieurs et extérieurs s'alignent, et vous vous retrouvez prêt à écouter à un niveau beaucoup plus profond. Cette friction interne, ce processus d'écoute d'une vérité plus profonde, génère inévitablement de la chaleur. Elle vous amène à un seuil de souffrance que notre culture moderne nous enseigne à éviter à tout prix. On nous dit que la douleur, la tristesse et la confusion sont des signes d'échec, des choses à médicaliser, à distraire ou à réparer le plus rapidement possible. Mais cet évitement nous sépare du processus même qui est censé nous purifier et nous renforcer. Dans le contexte de l'éveil, la souffrance n'est pas un signe que vous avez fait quelque chose de mal. C'est un signe que vous êtes prêt à abandonner ce qui n'est plus vrai. C'est un seuil. Pensez à un four utilisé pour la poterie. Le récipient en argile est mou et fragile. Ce n'est qu'en endurant la chaleur intense du feu qu'il devient durci, durable et beau. Votre souffrance est ce four. C'est le feu transformateur qui brûle le faux moi, les anciens schémas et les croyances limitantes, révélant le noyau résilient de votre vraie nature. Ce processus peut ressembler à une désintégration intentionnelle. Tout ce que vous pensiez être, tout ce sur quoi vous avez construit votre identité, commence à s'effondrer.
C'est terrifiant, mais c'est aussi nécessaire. Une peintre que je connais a traversé une crise profonde au milieu de la cinquantaine. Pendant des décennies, son art lui avait apporté la gloire et le succès financier, mais elle s'est retrouvée incapable de peindre. L'acte même semblait dénué de sens. Elle est tombée dans un profond désespoir, croyant que son don était perdu à jamais. Ce n'est qu'après des mois passés à s'asseoir avec ce vide, à se permettre vraiment de ressentir la douleur de sa mort créative, que quelque chose de nouveau a émergé. Elle a recommencé à peindre, mais dans un style complètement différent, brut, honnête et dépouillé de toute prétention. Elle a dû laisser mourir son ancienne identité artistique pour permettre à une identité plus authentique de naître. Sa souffrance n'était pas un échec, c'était le creuset qui a purifié son don. Jung a dit, avec une phrase célèbre, « La névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime ». C'est une idée profonde. L'anxiété chronique de faible intensité, l'agitation compulsive, les dépendances que nous utilisons pour nous engourdir, ce sont souvent des boucles d'évitement. Nous faisons le tour de la même montagne de douleur encore et encore, parce que nous ne voulons pas l'affronter directement et la gravir. La pratique pendant cette étape consiste à apprendre à rester dans la chaleur. La prochaine fois qu'un sentiment difficile se présentera, chagrin, peur, solitude, au lieu d'attraper immédiatement votre téléphone ou le réfrigérateur, essayez simplement de vous asseoir avec lui pendant 90 secondes. Nommez le sentiment pour vous-même. C'est du chagrin. Ensuite, remarquez simplement les sensations physiques dans votre corps sans jugement. Ce petit acte de présence arrête le cycle d'évitement et commence le processus d'intégration. L'éveil ne consiste pas à devenir tout lumière. Il s'agit de rendre l'obscurité consciente, de laisser votre lumière et votre ombre converser l'une avec l'autre jusqu'à ce qu'elles apprennent à danser. Se tenir dans la tempête de son propre devenir est l'un des actes les plus courageux d'un individu. L'histoire de la façon dont vous avez navigué dans votre propre feu intérieur peut devenir un phare pour les autres qui sont perdus dans l'obscurité. Au fur et à mesure que vous apprenez à rester dans cette chaleur interne, quelque chose d'autre commence à changer. Vous commencez à remarquer la température du monde qui vous entoure, et elle ne vous semble plus confortable. Les conversations banales lors des fêtes, les jeux politiques au bureau, le défilement sans fin d'opinions sur les médias sociaux, tout cela commence à ressembler à une forme d'anesthésie moderne. Un accord collectif pour rester engourdi et distrait. Vous devenez très conscient de la gravité de la foule, une force puissante qui tire tout le monde vers un centre commun de conformité, étouffant la voix intérieure tranquille. C'est l'étape où vous commencez à sortir de ce puits de gravité. C'est souvent un processus solitaire et désorientant. Vous vous retrouvez dans des endroits familiers, entouré de personnes que vous connaissez depuis des années, mais vous vous sentez comme un extraterrestre. Les blagues ne sont plus drôles. Les commérages semblent toxiques. Les plaintes communes concernant le monde ressemblent à une impasse. Le silence devient votre seul habitat honnête, car dans le calme, vous pouvez au moins vous entendre penser. C'est le moment entre deux, une phase de séparation nécessaire. C'est comme un oiseau qui décide de quitter le troupeau. Au début, l'expérience est celle d'une profonde solitude. La chaleur et la sécurité familière du groupe ont disparu. Le ciel semble vaste et vide. L'oiseau doit compter entièrement sur sa propre navigation, sa propre force. Mais c'est seulement dans cette solitude qu'il découvre la véritable puissance de ses propres ailes. Il apprend à surfer sur les courants de vent, à trouver ses propres sources de nourriture, à tracer sa propre voie. La solitude n'est pas une punition, c'est l'expansion de l'espace nécessaire pour que vous découvriez votre propre taille et direction véritable. Les signaux de cette déconformité sont subtils au début. Vous constatez que les conversations informelles drainent votre énergie plutôt que de la reconstituer. Le désir d'applaudissement ou de validation externe perd son pouvoir sur vous. Vous pourriez refuser des invitations que vous auriez autrefois acceptées avec empressement, non pas par arrogance, mais par un profond besoin de protéger votre propre vérité fragile et émergente. Un réalisateur de cinéma dont j'ai lu un jour l'histoire a atteint le sommet de sa carrière, remportant tous les prix majeurs. Mais il se sentait complètement vide. Il a renoncé à des projets de plusieurs millions de dollars et a déménagé dans une petite ville isolée. Ses collègues pensaient qu'il avait perdu la tête. Mais il a décrit cela comme mettre une paire d'écouteurs anti-bruit pour son psychisme. Pour la première fois de sa vie,
Il a pu distinguer ses propres impulsions créatives et les exigences de l'industrie. Son travail est devenu plus petit, plus personnel et pour lui, infiniment plus vivant. Ce voyage, comme l'a noté Jung, commence dans la solitude. Mais il ne se termine pas là. Il se termine par une unité plus profonde et plus profonde avec la vie elle-même. Vous ne vous séparez pas des autres pour devenir une île, mais pour trouver le terrain authentique sur lequel vous pouvez rencontrer le monde avec une présence authentique, et non une prétention. Mais trouver votre propre voie, tracer votre propre cours, nécessite un changement fondamental de perspective, passant d'une dépendance à une autonomie. Cela conduit à l'une des réalisations les plus stimulantes et les plus difficiles sur le chemin. Personne ne viendra vous sauver. Pendant une grande partie de notre vie, nous fonctionnons selon une croyance subtile, souvent inconsciente, en un sauveur. Nous espérons que le bon enseignant, le partenaire parfait, un thérapeute brillant ou un nouveau chemin spirituel arrivera et réparera enfin les parties brisées de nous, nous donnant les réponses et faisant disparaître la douleur. Mais c'est une profonde incompréhension du voyage. Les enseignants et les guides sont essentiels. Ils peuvent agir comme des torches dans l'obscurité, illuminant le chemin à venir. Mais ils ne peuvent pas le parcourir pour vous. C'est vous qui devez construire le pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous devez aller. Et vous devez le traverser, pas après pas, solitaire. C'est la pratique de la responsabilité radicale. Cela ne signifie pas que vous êtes à blâmer pour tout ce qui vous est arrivé. Cela ne signifie pas que vous avez causé votre propre douleur. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes le seul auteur de vos réponses. Vous, et vous seul, êtes responsable de la façon dont vous choisissez de réagir aux circonstances de votre vie. Ce passage du blâme à l'action est le pivot sur lequel tourne votre liberté. Il vous oblige à abandonner définitivement le scénario du sauveur. Je connais un homme qui a passé une décennie à faire du shopping d'enseignants, passant d'une communauté spirituelle à une autre, cherchant toujours le gourou qui détenait le secret final. Il devenait un étudiant dévoué, pour se retrouver désillusionné 1 an ou 2 plus tard, lorsqu'il réalisait que son enseignant était en fait un être humain imparfait. Sa révélation n'est pas venue de la découverte du bon professeur, mais du renvoi de tous. Il a commencé une pratique simple et quotidienne consistant à s'asseoir en silence et à écouter sa propre guidance intérieure. Il a commencé à faire confiance à la sagesse de son propre corps, de son propre cœur. La paix ne venait pas d'une source extérieure. Elle grandissait à partir du sol de sa propre acceptation de soi. La pratique ici consiste à devenir un observateur conscient de ses propres choix. Vous pouvez créer un simple registre à 2 colonnes. D'un côté, notez un événement difficile. De l'autre côté, notez votre réponse choisie, pas votre réaction automatique, mais la réponse que vous choisissez consciemment. Cet acte simple montre clairement qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et que dans cet espace réside votre pouvoir et votre croissance. Le fait d'abandonner le rôle de victime, le rôle de quelqu'un qui attend d'être secouru, libère une immense quantité d'énergie qui était auparavant consommée par le ressentiment et l'impuissance. Vous commencez à voir que les événements de la vie ne vous arrivent pas, mais sont pour vous. Ce sont des indications qui vous montrent les endroits non guéris à l'intérieur, qui demandent votre attention et vos soins. Vous prenez le joug de votre propre vie, devenant le pilote de votre propre voyage. Une fois que vous acceptez cette responsabilité radicale de votre propre voyage, vous arrivez à une porte critique, et devant cette porte se tient un dragon. Ce dragon est la peur. Le saut effrayant qui consiste à passer de la prétention à la réalité est souvent la partie la plus difficile de tout le processus. Le plus difficile n'est pas de laisser les autres derrière soi, mais de laisser le faux moi que vous avez si soigneusement construit. C'est le moi qui connaît les règles, qui gagne l'approbation, qui vous garde en sécurité. Le laisser partir donne l'impression d'une sorte de mort, car d'une certaine manière, c'en est une. Le saut psychique est une déclaration simple et puissante. Je ne vivrai plus dans le mensonge, mais au moment où vous faites cette déclaration, le dragon rugit. Le travail de la peur est de défendre l'ancien ordre, les sillons neuronaux familiers, qui consistent à plaire aux autres, à éviter les conflits, à rester petit. L'honnêteté, l'authenticité véritable, menace tout ce système. Le dragon est le gardien d'un grand trésor, votre vrai moi. Son feu est le plus chaud,
lorsque vous essayez de le fuir. Mais si vous pouvez trouver le courage de rester immobile, de l'affronter, de le regarder dans les yeux, vous constaterez que ces flammes ne sont pas destinées à vous détruire. Elles sont destinées à brûler uniquement ce qui n'est pas réel. Rester immobile face à votre peur refroidit la flamme. Ce saut ne doit pas être un acte unique et spectaculaire. Il s'agit souvent d'une série de petits choix courageux. C'est le courage d'avoir une conversation honnête que vous avez évitée. C'est le courage de dire « non » sans une longue excuse. C'est le courage d'exprimer un besoin ou de fixer une limite. Une femme que je connais était dans un mariage qui paraissait parfait de l'extérieur. Ils étaient un couple puissant, toujours solidaire, toujours en phase, mais à l'intérieur, elle étouffait. Elle avait passé 20 ans à réprimer ses propres besoins et désirs pour être la femme parfaite et agréable. L'idée de dire la vérité à son mari la terrifiait. Elle était certaine que cela mènerait au divorce. Pendant des mois, le dragon de la peur l'a gardée silencieuse. Finalement, avec l'aide d'un thérapeute, elle a écrit la première phrase de cette courageuse conversation. Elle n'a pas lancé un ultimatum colérique. Elle a simplement dit sa vérité, calmement et avec vulnérabilité. À sa grande surprise, son mari n'est pas parti. Il a écouté. Son honnêteté a créé une ouverture pour la sienne. Et leur mariage, qui était sur le point de mourir par manque d'oxygène, est né à nouveau sur le fondement de la vérité. C'était plus difficile, mais c'était réel. La pratique ici consiste à faire un petit pas courageux. Identifiez une conversation courageuse que vous devez avoir. Écrivez la première phrase. Engagez-vous à la prononcer dans les 72 heures suivantes. Cela brise la paralysie. La peur est une porte, pas un panneau d'arrêt. C'est un seuil que vous devez franchir pour atteindre l'autre côté. Comme un grimpeur sur une paroi rocheuse, vous devez être prêt à lâcher prise sur la corniche inférieure pour atteindre la plus haute. Et lorsque vous franchissez cette porte de la peur, lorsque vous faites ce saut et que vous trouvez un terrain solide de l'autre côté, quelque chose de remarquable se produit. Les efforts commencent à s'apaiser. La recherche désespérée de réponses, de guérison, de la prochaine percée, tout cela commence à s'adoucir. Vous arrivez dans un lieu de retour à la maison. Cette culmination du voyage est ce que Jung appelait le soi, l'union du conscient et de l'inconscient, l'intégration de la lumière et de l'ombre. Ce n'est pas un état de perfection, mais un état de plénitude. Le sentiment constant qu'il manque quelque chose finit par se dissoudre, non pas parce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau dans le monde, mais parce que vous vous êtes reconnecté à la totalité de ce que vous êtes déjà. Vous commencez à réaliser que le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre et à capturer. C'est ce qui reste lorsque vous cessez de résister à votre propre vie. C'est le contentement tranquille qui s'installe lorsque la guerre intérieure est terminée. Une vieille histoire zen parle d'un homme qui a cherché l'illumination dans le monde entier, pour finalement revenir dans son village des années plus tard, fatigué et déçu. Alors qu'il était assis sur son porche, buvant une simple tasse de thé, il réalisa soudain que la paix qu'il avait recherchée était juste là, dans cette tasse, sur ce porche. Elle n'était jamais partie. Il était simplement trop occupé à la chercher pour la remarquer. L'image de cette étape est celle d'un lac après une grande tempête. Les vents se sont calmés, les eaux se sont stabilisées et la surface devient parfaitement immobile. Dans son immobilité, le lac n'a rien à faire pour refléter tout le ciel. Il est simplement. C'est l'état d'être auquel vous revenez. Votre vie devient une méditation en action. Il n'y a pas de séparation entre votre pratique spirituelle et vos activités quotidiennes. Préparer un repas, avoir une conversation, faire votre travail, tout cela devient une occasion de présence. Le faire devient saturé d'être. La synchronicité n'est plus un événement surprenant et rare. Elle devient un timing ordinaire. La vie coule avec une grâce naturelle parce que vous ne luttez plus contre le courant. Vous avez ramené votre propre boussole intérieure vers son vrai nord. La pratique ici est une simple ancre, un moyen de rester centré dans ce nouvel état d'être. Avant de prendre une décision ou d'entrer dans une situation difficile, prenez un moment pour vous connecter aux 3 pins de la présence, votre respiration, votre corps et votre limite. Une respiration profonde pour vous centrer. Un moment pour sentir vos pieds sur le sol, vous ancrant dans votre corps. Une vérification rapide pour savoir où vous vous arrêtez et où commence une autre personne. Cette pratique simple de 3 secondes vous assure d'agir à partir d'un lieu de plénitude intégré,
et non de réactivité fragmentée. Vous cessez de chercher, car vous avez enfin réalisé que vous êtes, et avez toujours été, ce que vous cherchiez. Tout ce voyage n'est pas un ensemble d'idées abstraites à collectionner. C'est une pratique vivante, une façon d'être dans le monde que vous pouvez cultiver moment après moment. Il est soutenu par une simple trousse d'outils de travail, chacun étant conçu pour vous ancrer pendant une étape spécifique du processus. Lorsque la première fissure apparaît à la surface lisse de votre vie, lorsque ce sentiment de vide s'installe, il y a l'inventaire de 10 minutes. C'est le simple fait de demander ce qui semblait significatif l'année dernière et qui semble maintenant lourd, ce qui vous permet d'honorer la vérité de votre propre évolution. Lorsque l'âme commence à parler dans son langage silencieux de rêves et d'humeurs, il y a le rêve comme carte. C'est la pratique consistant à capturer une seule image de l'inconscient chaque matin et à demander doucement ce qu'elle pourrait vouloir pour vous, en apprenant à lire les sous-titres sous votre vie éveillée. Lorsque vous ressentez le feu transformateur d'une souffrance légitime, lorsque vous arrivez au seuil de la chaleur, il y a la pratique de nommer la chaleur. C'est le courage de s'asseoir avec un sentiment difficile pendant seulement 90 secondes, permettant à son énergie de vous traverser plutôt que de rester coincé dans des boucles d'évitement. Lorsque vous sentez l'attrait de sortir de la gravité de la foule, de trouver votre propre orbite, il y a la fenêtre de silence. C'est le cadeau de 24 heures, sans les opinions facultatives du monde, créant l'espace tranquille nécessaire pour entendre clairement votre propre voix. Lorsque vous reprenez la paternité de votre vie, il y a le registre de choix à 2 colonnes. C'est la discipline qui consiste à noter un événement, puis à choisir consciemment votre réponse, à développer le muscle de l'action et à dépasser les schémas réactifs. Lorsque vous vous tenez devant le dragon à la porte, paralysé par la peur d'être réel, il y a la conversation courageuse. C'est le petit pas réalisable qui consiste à écrire une seule phrase vraie et à la prononcer, prouvant ainsi que la peur est une porte, pas un mur. Et enfin, lorsque vous revenez à vous-même, il y a l'encre quotidienne des 3 pains de la présence, la simple vérification de votre respiration, de votre corps et de votre limite, garantissant que vos actions découlent d'un lieu centré et intégré. Ce ne sont pas de grands gestes, mais de petites pratiques répétables qui, avec le temps, tracent de nouvelles voies dans votre esprit et dans votre vie, vous ramenant constamment à vous-même. Vous voyez donc, rien de tout cela n'était aléatoire. Les moments de confusion, les pertes douloureuses, les étranges coïncidences, le sentiment persistant que vous étiez hors de votre trajectoire, tout cela était des murmures de votre propre âme. Il s'agissait d'une série coordonnée de coups de pouce, conçue pour vous amener à cesser de chercher des réponses à l'extérieur et à tourner enfin votre regard vers l'intérieur. Vous n'étiez jamais perdu, vous étiez simplement en détour. Et chaque mauvais virage était un indice vous ramenant à la route principale. La vérité de qui vous êtes a toujours été là, comme un phare qui était allumé tout le temps, son faisceau attendant simplement que vous tourniez la tête dans la bonne direction. C'était comme un beau miroir couvert de poussière. Le voyage était simplement le doux processus de l'essuyer, pour que vous puissiez voir clairement votre propre reflet. Si une partie de ce voyage vous semble familière, si vous vous souvenez d'un moment où une fissure est apparue, ou lorsqu'un rêve vous a parlé, ou lorsque vous avez fait un saut effrayant vers une façon de vivre plus honnête, prenez un moment pour honorer cela. C'est le moment où votre âme vous a rappelé qu'il était temps de rentrer à la maison. Si ce message vous a servi de synchronicité, un rappel opportun sur votre propre chemin, envisagez de l'offrir à quelqu'un d'autre qui pourrait être assis dans sa propre confusion silencieuse. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de faire savoir à une autre personne qu'elle n'est pas seule dans l'obscurité. Le voyage continue, toujours. Le travail est simple, mais pas toujours facile. Faites une pause. Écoutez. Vivez avec vérité. Ayez confiance que lorsque vous serez prêt, le prochain bon message vous trouvera toujours.